Bienvenue pour cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on explore un texte vraiment emblématique des débuts d'Internet. C'est la Déclaration d'indépendance du cyberespace, écrite par John Perry Barlow en février 1996. L'idée, c'est de décortiquer ensemble ce manifeste un peu enflammé, faut dire, pour saisir sa vision, un cyberespace libre, autonome, et surtout comprendre pourquoi Barlow a lancé ce message un peu provocateur aux géants fatigués de chair et d'acier, les gouvernements quoi. Oui, il faut vraiment se remettre dans le contexte de 96. C'est l'effervescence, le début d'Internet pour le grand public. Et il y a cet optimisme libertaire très très fort. Ce texte, c'est une réaction assez directe aux premières tentatives de régulation par les États. Ah oui. Ben oui, notamment une loi américaine, le Telecommunications Reform Act. Barlow la cite, c'est un peu l'étincelle. D'accord. Alors, allons-y. Le cœur du truc chez Barlow, c'est cette idée que le cyberespace serait une sorte de nouvelle demeure de l'esprit. Et donc, naturellement indépendante, il le dit texto. Je déclare que l'espace social mondial que nous construisons est naturellement indépendant des tyrannies que vous cherchez à nous imposer. Comment il justifie ça, cette indépendance qui semble presque tomber du ciel? Alors, il a plusieurs arguments contre la légitimité des États. Le premier, c'est l'absence de consentement. En gros, les citoyens du cyberespace, comme il les voit, n'ont jamais demandé à être gouvernés par les États classiques. Sa phrase est assez directe. Vous n'avez ni sollicité ni reçu le nôtre, notre consentement, quoi. D'accord, pas de contrat social, en quelque sorte. Exactement. Et puis il y a l'idée que les gouvernements, ils comprennent fondamentalement rien à ce nouvel espace. Vous ne nous connaissez pas, vous ne connaissez pas non plus notre monde, c'est ce qu'il écrit. Il soutient que les concepts juridiques habituels, la propriété, l'expression, l'identité, tout ça, ça colle pas. C'est basé sur la matière. Sur le monde physique? Voilà. Et dans le cyberespace, il insiste, il n'y a pas de matière ici. C'est un argument fort, qui résonne encore aujourd'hui sur la propriété numérique, les NFT, tout ça. C'est vrai. Et enfin, il y a la nature même du cyberespace. Pas de frontières physiques. C'est partout et nulle part. Ça échappe complètement à la logique territoriale des États. Un vrai casse-tête juridique d'ailleurs, toujours actuel. Oui. Cette idée d'un espace affranchi des règles physiques, c'est puissant. Mais bon, rejeter les États, ok. Mais après, comment y voyez l'organisation concrète de ce cyberespace? Une gouvernance basée sur l'éthique, l'intérêt personnel éclairé, le bien commun, la règle d'or comme seule loi. C'était pas un peu, terriblement idéaliste, même à l'époque? Ah si, c'est clairement idéaliste. Carrément utopique, on peut dire. Il ne donne pas de mode d'emploi précis, mais il esquisse des principes. Une sorte d'ordre social qui émergerait naturellement. Il croyait vraiment que les communautés en ligne allaient créer leurs propres règles, leur propre façon de gérer les conflits, basées sur la réputation, le respect mutuel. Et la règle d'or, ne fait pas aux autres, etc. C'était pour lui le seul socle commun acceptable par toutes ces cultures en ligne. Et un rejet total de ce qui vient d'extérieur. Exactement. Oui, il le dit clairement. Nous ne pouvons pas accepter les solutions que vous tentez d'imposer. Pour lui, c'était vraiment la naissance d'un nouveau contrat social, interne au cyberespace. Et avec une promesse d'égalité assez radicale aussi. Nous créons un monde dans lequel tous peuvent entrer sans privilèges liés à la race, l'argent, la force. Un idéal fort, mais bon, la réalité. Oui, la réalité est souvent plus complexe. Et logiquement, cette vision s'accompagne d'une critique assez virulente des tentatives de contrôle, j'imagine. Exactement. Il se moque un peu des efforts des États, il cite les USA, la Chine, l'Allemagne, la France, pour contrôler ce qui circule en ligne. Il compare ça à des postes de garde aux frontières du cyberespace, qui seraient de toute façon débordés par le virus de la liberté. Assez visionnaire sur les enjeux de censure, de surveillance. Et il s'en prend aussi très fort à la tentative de traiter l'information comme une marchandise. Il vise les industries de l'information obsolètes. L'idée que les idées, la pensée, puissent être traitées comme un produit industriel, comme de la fonte, il dit. Ça lui est insupportable. Oui. Il affirme. Dans notre monde, tout ce que l'esprit humain peut créer peut être reproduit et distribué à l'infini et gratuitement. Ça annonce toutes les tensions sur le droit d'auteur, le partage. Le texte se termine sur cette phrase choc, presque une sécession. Nous devons déclarer notre moi virtuel immunisé contre votre souveraineté. C'est fort, Bon, si on résume. La déclaration de Barlow, c'est cet appel vibrant à l'autonomie numérique. Une vision, oui, utopique d'un espace libre des contraintes du monde physique et de ses gouvernements. Un texte fondateur, quoi. Tout à fait. Et pour laisser une dernière piste de réflexion, il y a cette distinction clé qu'il fait à la fin.
Il parle du moi virtuel immunisé, mais il reconnaît que le corps, lui, reste soumis aux lois. Il dit « Même si nous continuons à consentir à votre domination sur notre corps, presque 30 ans après, nos vies numériques et physiques sont hyper imbriquées, non? Le virtuel a des effets très concrets, et le physique est tout le temps connecté. C'est vrai. Alors cette séparation entre le moi virtuel libre et le corps soumis, est-ce qu'elle tient encore la route aujourd'hui? Et qu'est-ce que ça veut dire pour la liberté, la souveraineté, la gouvernance, maintenant que cette frontière est si floue? C'est une question ouverte, je crois. Essentielle.